Bonjour à toutes et à tous. Cette session d'aujourd'hui est un peu particulière parce qu'elle fait partie des meet-up de Air Ladies. Alors déjà, on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est R? R, c'est un langage de programmation open source développé par et pour des statisticiens. Et les Air Ladies, donc c'est une organisation mondiale qui promeut la diversité dans la communauté R et fournit un réseau de soutien convivial pour les passionnés du langage de programmation R dans le monde entier. Donc en particulier, aujourd'hui, il y a Mouna Beled, alors j'espère ne pas écorcher ton famille, je suis désolée si c'est le cas, qui m'a demandé si je accepterais qu'un de mes Twitch fasse partie des meet-up de Air Ladies de Paris. Et du coup, je vous invite à vous à vous enfin à vous mettre à vous inscrire sur le meet-up des Air Ladies. Du coup, Mouna va mettre le lien euh, dans le chat. Et moi, je vous le remettrai dans le script R Markdown et dans les fichiers HTML que je vais générer. Alors, vraiment, le chat, ça me... Donc déjà, moi, je vais me présenter quand même. Donc moi, c'est Marie Vaugoyot. Je suis analyste de données indépendante et j'accompagne les personnes qui souhaitent se former à l'analyse de données. Et en particulier, j'accompagne chercheuses et chercheurs et entreprises dans la valorisation de leurs données. Tout ça grâce à R. Donc je partage mes connaissances dans les Twitch, j'essaye d'en faire un par mois, pour l'instant j'y arrive. Et puis j'ai aussi rédigé un livre qui s'appelle Le logiciel R et statistique, initiation à l'analyse de données. Vous pouvez retrouver aux éditions ENI. Et puis j'ai un blog aussi que j'essaye qu'il faut que je reprenne en main, mais sur lequel il y a quelques trucs aussi. La majorité des dernières choses que je fais sont principalement disponibles sur mon GitHub. Et puis vous pouvez retrouver tous les scripts de l'intégralité de tous les lives que j'ai fait sur le Meetup, sur le GitHub. Donc Mouna vous avez mis le lien du groupe Meetup des Air Ladies Paris. N'hésitez pas à vous connecter. La quasi-totalité des présentations sont en distanciel, donc c'est très pratique pour pouvoir y assister, même quand on n'est pas de Paris, comme c'est mon cas moi aussi. Et puis du coup, ça permet quand même de voir plein de choses différentes. Et je crois qu'il y en a une d'ailleurs samedi prochain en anglais, donc sur la programmation des packages. Voilà. Du coup, si vous voulez plus d'informations, vous désabonner à ma newsletter, vous allez voir un peu les autres vidéos sur les Twitch, tous les GitHub, enfin mon GitHub avec les dossiers. Tout ça, c'est accessible via le lien Linktree, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin. Vous pouvez mettre des messages dans le chat au fur et à mesure de la présentation. N'hésitez pas si je vais trop vite, s'il y a des moments où ça saute, c'est pas clair ou vous voyez pas quelque chose. Je suis à votre disposition pour vous accompagner et puis pour vous présenter tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous suivez pas. Et puis, bien sûr, je réponds aux mails, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez plus d'informations. Si vous osez pas mettre de message sur le chat, mais que vous avez une grosse question, un gros blocage, envoyez-moi un mail, j'y répondrai après coup. Et du coup, mon adresse mail, c'est très simple. Euh, c'est mon nom et prénom avec gmail.com. Voilà. C'est bizarre. Truc bizarre. Donc aujourd'hui, on va parler de peur et en particulier, on va parler d'itération. Donc peur, c'est un package qui appartient aux tailles diverses. Donc qu'est-ce que c'est le taille diverse? J'ai remis tout un paragraphe dans le support. Mais de base, le taille diverse, c'est un environnement de plusieurs packages qui ont la même manière de faire, qui ont été développés en partie par Adley, Wickman, et qui ont pour but de permettre l'analyse de données plus rapidement, plus facilement et de manière plus fun. Et donc du coup, ça permet de mieux manipuler les données. Le taille divers, il est composé de différents packages. La plupart sont plutôt adaptés pour le format TD, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien
pouvez avoir des formats de matrice ou data table, il n'y a aucun souci, vous pouvez aussi utiliser les packages qui sont du Tidyverse. Donc globalement, dans le Tidyverse, vous pouvez charger l'intégralité des librairies du Tidyverse en le chargeant. Donc ça permet de charger tous les packages, enfin les 8 packages concernés, les 9 packages concernés, pardon, en une seule fois. Donc on a Dplayr, Reader, Forcats, Stringer, ggplot2, Tibble, Lubridate, Tidyr et Purrr, qui est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Par rapport aux autres, Dplayr et Stringer et même un peu Tidyr, j'en ai parlé dans un autre live. N'hésitez pas à aller voir, à aller récupérer le support pour utiliser tous ces packages qui sont très utiles pour manipuler les chaînes de caractères et les données sous format texte. J'ai aussi parlé de ggplot2 il y a longtemps, ça a été un des premiers lives, mais sauf que la vidéo est plus disponible, mais le support est toujours disponible sur mon compte GitHub. Forcats, j'en ai parlé avec Stringer, et du coup, donc Dplayr, Tidyr pour manipuler les données. Lubridate, j'en ai pas parlé, et c'est un package qui est super intéressant pour manipuler les dates. S'il y a des personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à me dire, je ferai peut-être un live, mais pas tout de suite. Voilà, donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui, spécifiquement, on va parler de peur et principalement des itérations. Déjà, on va commencer par définir ce que c'est qu'une itération. Une itération, c'est quand on veut répéter une action. La plupart du temps, quand on code, quel que soit le langage qu'on utilise, pour pouvoir répéter une action, on va utiliser une boucle. Les boucles, elles peuvent être if, for, while. Donc ça veut dire if, c'est si on est dans une gamme de valeurs. For, c'est if, c'est si on a une condition remplie. For, c'est on va de tel point à tel point. Et while, c'est tant que notre condition n'est pas remplie que l'action se met en place. Donc, par exemple, si on veut se dire que on aimerait bien un objet qui contienne le double de nos nombres, des nombres de 1 à 10 par exemple, eh ben, il existe plusieurs façons de pouvoir créer cet objet, entre autres une possibilité de se dire que le fait de doubler notre nombre, eh ben, on va le mettre dans une boucle et puis on va l'appliquer sur tous les chiffres qu'on veut et comme ça on aura l'objet au final. Donc comment on code une boucle? On va commencer par ouvrir notre boucle avec un mot-clé. Donc ça va être for. Ensuite, on va lui dire sur quoi il tourne. Donc c'est la condition de ma boucle. Si j'utilisais while ou si j'utilisais if, eh ben la condition se met aussi dans la parenthèse après. Et puis ici, je vais lui dire que je veux que tant que i est entre 1 et 10, j'ouvre la boucle. Hop, et ben je veux qu'il me crée un objet. Hop, et je vais incrémenter, sinon ça ne va pas marcher. Et je veux qu'il me crée un objet et que cet objet, ce soit le double de ma valeur. Donc c'est-à-dire qu'il va rentrer une première fois dans la boucle, quand i sera égal à 1, il va mettre en première valeur de l'objet i fois, 1 fois 2, donc 2. Ensuite, il va re-rentrer dans la boucle, il va prendre 2 à la fin de la boucle et il va re-rentrer dans la boucle. Et donc, pour la deuxième place, il va prendre 2 fois 2, donc 4, etc. Et il va rentrer dans la boucle autant de fois que je lui demande de rentrer dedans. Donc ici, je vais lui demander de rentrer 10 fois. Quand on lance ça, on voit qu'on a, attention, l'objet n'est pas trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand on fait des boucles, il va falloir initier la boucle. Ici, il n'a qu'une seule valeur, dans mon environnement, il n'y a que i qui apparaît. I qui a pris la valeur 1, mais il n'a pas été au-delà de ça, de cette prise de valeur de 1. Il va falloir commencer par initier. Pour pouvoir initier, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va lui dire que notre objet, il prend la première valeur de la boucle à laquelle on s'attendait. Donc ici, i, la première valeur c'est à 2, donc je vais lui dire que objet il commence à 2. Je commence par créer mon objet. Je vais rentrer dans ma boucle. Finalement, j'ai pas besoin de commencer à 1, je vais commencer à 2. Et ensuite, je vais faire tourner ma boucle. Donc cette fois-ci, ma boucle a tourné. On voit que le i, il a pris maintenant la valeur 10.
Si je lui demande la valeur de 10, la DI va me dire que sa valeur c'est 10. 10L, c'est un nombre numérique. Et on voit que objet, c'est une suite de chiffres qui va de 2 à 20, donc qui sont les doubles de mes chiffres de 1 à 10. Ok. Sauf que cette manière de faire, elle est très courante quand on programme. Le problème, c'est que elle n'est pas très adaptée à R. R, c'est un langage de programmation qui a comme langage de programmation objet, centré objet, et qui a comme principal objet les vecteurs. Et donc du coup, ce que je viens de faire avec une boucle assez compliquée, c'est assez simple mais pas facile, et moi je peux le faire complètement avec un vecteur en une ligne de code. C'est-à-dire qu'un vecteur, je vais pouvoir lui dire qu'il va me prendre les valeurs de 1 à 10. Voilà. Et du coup, il me refait la même chose. Cette fois-ci, je n'ai ni besoin d'initialiser. J'ai un seul objet, qui est un type de vecteur, qui est un vecteur. Et du coup, il m'a fait automatiquement le calcul. Il faut garder à l'esprit que quand on pense boucle, souvent, avec R, il est possible de faire autrement qu'avec des boucles. Il est possible de faire avec des vecteurs, de faire directement les opérations sur les objets, plutôt que d'essayer de programmer une boucle qui va itérer notre calcul. Ça, c'est quand c'est possible. Quand c'est pas possible, plutôt que de faire une boucle, il est quand même souvent beaucoup plus intéressant d'utiliser peur. Donc peur, ça permet de répéter notre action, mais sans créer de boucle. Donc, il faut comprendre que la boucle, en fait, il va rentrer à chaque fois. Il va vérifier au moment où on réalise la boucle que les conditions soient optimales. Donc, par exemple, si on fait une division, il va vérifier que le dénominateur n'est pas égal à 0, sinon il s'arrête. Il ne fait pas la dénomination, la division. Et bien, si on fait une boucle, il fera une erreur au moment où il détectera. Donc, il aura fait les premiers calculs et puis il va s'arrêter et il va planter au moment où on aura un dénominateur qui est égal à 0. Si on fait avec peur, en fait, les vérifications se font sous la forme de vecteurs et du coup, il ne commencera pas à calculer s'il n'a pas vérifié que l'intégralité de l'action est applicable sur la totalité de l'objet. Ça paraît un peu vague pour l'instant, donc on va un peu voir ce qu'est peur. Peur, donc pourquoi on appelle ça peur? En fait, peur, c'est ronronner en anglais. Et le but est de faire ronronner le code, c'est-à-dire de le faire fonctionner le mieux possible. Comme pour quasiment tous les, comme pour tous les packages outils divers, il y a un cheat sheet réalisé par POSIT pour connaître les fonctions principales du package. Et je vous invite, je vous ai mis le lien dans le support, je vous invite à l'avoir toujours ouvert, surtout au début quand on commence à programmer avec peur, parce que c'est une manière de réfléchir qu'il faut adapter au système. Donc on va faire un premier exemple. Pour essayer de faire simple, je me suis dit que j'allais commencer par travailler sur du texte. Pourquoi sur du texte? Ça permet de voir simplement sur une chaîne de caractères comment on va pouvoir itérer des actions. Donc mon texte, je l'ai rentré là. C'est quoi? C'est c'est les premières lignes, je crois que c'est le premier paragraphe des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui est la première immortelle française, la première femme qui est rentrée à l'Académie française. Donc j'ai tapé, j'ai copié-collé ce texte, voilà, en classique. Je vais vouloir travailler sur ce texte. Donc pour commencer, c'est un paragraphe et ce que je trouverais intéressant, c'est de pouvoir travailler sur les phrases. Donc plutôt que de travailler directement sur le paragraphe, je vais travailler sur les phrases. Alors, hop. Donc je vais prendre ma mémoire d'Adrien et puis je vais le rentrer dans une fonction que j'ai présentée la dernière fois qui est strip split, qui permet de détacher du texte selon un pattern particulier. Donc là, je sais que c'est le point qui m'intéresse.
paragraphe, c'est pas très utile. Je sais que c'est le point qui m'intéresse, donc je vais pouvoir faire le point. Sauf que ça me donne ça, parce qu'en fait, quand on met un point dans le pattern, il s'apprend en fait le point se remplace n'importe quel caractère. Donc pour lui dire que ce qu'on veut, c'est bien le point et pas n'importe quel caractère, il faut penser à lui mettre un double anti-slash avant. Donc cette fois-ci, paragraphe, il donne ça, c'est-à-dire que c'est une liste. C'est une liste, et c'est une liste qui contient dans le premier objet 5 objets dont sont en fait les 4 premières phrases et un objet vide qui correspond ici au point. Donc je vais vouloir travailler sur la longueur. Je vais regarder la longueur de mon objet et il me dit 506 caractères. Sauf que moi ça m'intéresse pas. Vu que j'ai déjà divisé par phrase, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est qu'ils me disent quelle est la longueur par phrase. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir dire que ce qu'on veut, c'est la longueur par phrase, eh ben, on va utiliser la fonction map, qui est la fonction la plus simple de Perl, qui permet de répéter une action sur une liste d'objets, et la liste d'objets est à mettre dans .x. Donc dans .x, je vais lui dire que je veux qu'il travaille sur paragraphe, et dans .f, je vais lui expliquer ce que j'attends de lui comme fonction, comme action. Et en fait, ici, je m'attends à ce qu'il utilise donc la fonction de mesure de la longueur sur .x. Là, on voit qu'on a cette fois-ci la taille de chacune des phrases. Donc les 4 premières phrases sont bien comptées. Et puis la dernière phrase, qui est vraiment juste le point, effectivement un espace vide. En fait, dans la réalité, il y a énormément de fonctions de R qui acceptent des vecteurs en entrée. Et plutôt que de faire ça comme ça sous la forme d'un map, en fait, j'aurais pu directement utiliser la fonction strSplit et rajouter que je voulais que ce soit simplify égale true. Ça me permet de me dire qu'au lieu d'avoir une liste, j'ai une matrice, c'est plutôt, un tableau, une matrice, un tableau, et ça, je vais pouvoir le rentrer directement dans la taille, et il me redonne les tailles des phrases. Donc il faut comprendre que le map c'est bien, le peur c'est très très bien, c'est très utile, mais des fois il faut simplement faire un petit changement pour plutôt utiliser le format vecteur matrice, un tableau de R, plutôt que de s'embêter à recoder quelque chose. Et ici, faire une boucle, ça aurait été beaucoup plus compliqué. On va aller plus loin parce que du coup, on se dit que finalement ça sert pas à grand chose. Map, mais si en fait, ça sert à plein de choses. On va continuer avec les mots. On va pouvoir travailler sur la longueur, par exemple. Donc si je décide de calculer le nombre de mots qu'il y a dans mon texte, donc je vais cette fois-ci séparer mon texte avec les espaces. J'ai donc un objet, une liste. Mince. Ça, c'est à nouveau parce que ici, j'ai pas mis simplify égale true. Donc là, cette fois-ci, j'ai plus un objet, celui-ci, mais j'ai une liste de mots qui contient 88 mots. Si je regarde sur le paragraphe, c'est vraiment le même texte, mais cette fois-ci,
diviser en phrases. Simplify. Hop. Cette fois-ci, j'ai 92 mots. Alors, pourquoi est-ce que j'aurai plus de mots quand je sépare par phrase que je sépare sur mon texte entier? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que personne n'a envie de répondre? Alors, pour avoir la réponse, en fait, il suffit de regarder quel est l'objet réel derrière. On voit que les séparations, donc quand on a des phrases qui sont séparées, ça crée des objets artificiels. Et c'est pour ça que ici j'ai un objet qui est vide. Et ici, j'ai à la fin des phrases des petits vides. Ici. Et donc c'est ça la différence entre 88 et 92. C'est 4, c'est les différences entre toutes les phrases. Ça, c'était juste pour travailler un peu sur la longueur. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut utiliser des maps à la suite. Donc, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur donc, point X. J'ai souvent l'habitude de remettre toujours le nom des arguments pour bien les affecter au bon endroit. Hein. Donc ne vous étonnez pas, vous n'êtes pas obligé. Par défaut, il va le faire dans le bon ordre. Mais personnellement, je préfère toujours renommer les arguments dans les fonctions. Donc point Y, hop, je vais lui demander de splitter point X sur les espaces. Donc ça me donne par phrase les mots compris dans chaque phrase. Si je veux connaître les longueurs internes, eh ben, je vais pouvoir utiliser un map lens. Voilà, donc j'ai 5 objets. Ah oui, parce qu'en fait, il considère que j'ai 5 phrases. Mais c'est pas ça que je voulais, moi. Moi, ce que je voulais, c'est de connaître la longueur à l'intérieur des sous-niveaux. Pour faire ça, en fait, il faut utiliser une manière de faire qui peut s'utiliser sur map2, sur pmap, qui est mapdefs, qui va nous permettre de rentrer et de lui préciser à quelle profondeur on veut aller. Donc ici, je ne veux pas aller au niveau 1, je veux aller au niveau 2. Et l'avantage, c'est qu'il va me donner au niveau 2 le nombre de mots que... Enfin, oui, le nombre de mots que j'ai par phrase. Hop. Ok. Donc map, ça prend en entrée une seule liste, un seul objet. Pour certaines fonctions, on va avoir besoin de multiplier les objets. On va avoir besoin de 2 objets, donc on utilise map2, ou de plusieurs objets. Dans ce cas-là, on utilise pmap. On va prendre le concept, le map2. Alors j'ai réalisé un exemple très simple parce que j'avais pas beaucoup d'idées et sur ça, vraiment là c'est pas très bien. Map2, je me suis dit que j'allais créer une phrase enfin plusieurs phrases avec plusieurs entrées. Donc point X, je vais lui dire que je vais lui donner des prénoms. Hop. Marc, porte, et Charlie. Et point Y, je vais les envoyer dans des lieux. J'avais besoin de vacances quand j'ai commencé à rédiger
cette vidéo. Enfin, j'ai commencé à rédiger, à travailler dessus. J'avais vraiment besoin de vacances, donc voilà. Ils s'en vont en vacances ou pas. Voilà. Et du coup, là, je vais utiliser une fonction, pareil, vu au dernier live, qui est strc, qui va me permettre de concaténer les phrases. Donc, c'est-à-dire, je vais concaténer .x, je vais mettre va à la, et je vais finir par .y. Donc ici, j'ai 4 phrases. Alice va à la plage, Marc va à la montagne, Julie à la campagne et Charlie va à la cuisine. Ok. Le souci, c'est qu'en fait, la classe de cet objet, eh ben, elle n'est pas très intéressante, elle est une liste. Ce qu'on peut changer, c'est qu'au lieu d'avoir le format par défaut, eh ben, je peux demander à Upper de me sortir le format qui m'intéresse. Donc il y a plusieurs formats, vous pouvez voir, il y a caractère, double, ça c'est super sided, intégreur, et vecteur ou row, etc. Et donc ici, je vais lui demander de me sortir des caractères. Ça veut dire que mon type d'objet a changé et au lieu d'avoir une liste de phrases, au lieu d'avoir une liste, j'ai un vecteur qui contient 4 phrases. Ça peut être utile, comme ça peut être réutilisé facilement. De comprendre, de connaître la différence entre map2 et map. Donc, map2, on a deux listes qui rentrent, qui vont être associées dans notre fonction, et puis ensuite, on va pouvoir récupérer le résultat. Map2, je peux le changer en caractère, et puis on va faire autre chose après. On va appliquer sur différentes fonctions. Ça, c'est pour exploiter, pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne map et map2 sur des exemples très simples de tests. Jusqu'ici, ça envoie pas du pâté, c'est pas pas exceptionnel comme fonction. Map est vraiment très utile quand on veut généraliser des actions et par exemple quand on veut généraliser des actions sur des jeux de données, sur des tableaux de données ou ce genre de choses. Donc comment on fait ça? On va commencer par un exemple tout simple. Donc je vais prendre Iris et puis je vais lui demander de me calculer le résumé de la longueur moyenne des pétales. Hop, moyenne. Hop, là. Donc, install length. Ah. Donc là, ok, il me sort la longueur moyenne des pétales. Ouais, mais ce qui m'intéresserait plus, c'est en fait avoir la longueur moyenne, et puis voir le min et le max, de toutes les variables numériques. Ok, summarize, très bien. Donc dans ce cas-là, pour pouvoir faire ce genre de choses, au lieu d'utiliser summarize tout court, on va utiliser equals. Il n'y a pas de C, je vais y arriver. Equals, là. Equals, je vais lui dire sur quelle colonne il faut qu'il agisse telle fonction. C'est le même système que map, mais ça a l'avantage de fonctionner dans summarize. Et après, on pourra le remettre dans un map pour faire sur plusieurs jeux de données. Donc, Aquos, on commence par lui définir les colonnes sur lesquelles il doit fonctionner. Donc, moi, je vais lui dire qu'il faut qu'il soit numérique. J'utilise where et je informe qu'elle doit être numérique. En faisant ça, il va pouvoir me sélectionner que les colonnes numériques pour pouvoir générer mes données. Je veux qu'il fasse sur l'intégralité de mes colonnes numériques le calcul de la moyenne. Hop. Le calcul de la moyenne. Alors, point x, point m égale tout. Ça, c'est au cas où il y a des valeurs manquantes, je veux qu'il les prenne quand même, il calcule quand même la moyenne, qui ne me donne pas un NA. Je vais pouvoir calculer le minimum, hop, avec la fonction min, et le maximum.
avec la fonction max. Et comme j'ai plein de colonnes, plein de fonctions qui vont s'appliquer sur plusieurs colonnes, et ben je vais leur donner un nom. Et du coup, mon nom, il va être composition de mes colonnes, de ma colonne et de ma fonction. Donc là, ça commence à être un peu plus chouette. J'ai pour Iris l'intégralité des moyennes, des minimums et des maximums de toutes les valeurs numériques qui sont contenues dans ce jeu de données. Donc aquos et wire sont vraiment les fonctions à retenir pour faire ça. Ok, mais maintenant que j'ai fait ça, bah, j'aimerais bien l'appliquer et sur Iris, et sur MTCars, et sur Women par exemple. Et puis comme ça roule. Comment on fait ça? Eh ben on va utiliser map. Donc map, on va mettre en point X une liste. Cette fois-ci, ça va être une liste de jeux de données. En point F, hop, et ben je vais reprendre en summarize. Et le summarize, je vais copier-coller ce qui est au-dessus avec Aquos. Ah mince. Faire by slide. J'ai fait. Ah, j'ai oublié. Ouais, sûr. Bien sûr, point le summarize, il faut qu'il agisse sur un jeu de données, au même titre que mon. Ici, je rentrais Iris dans le summarize. Il faut bien qu'il rentre et qu'il commence le summarize sur le jeu de données et ensuite sache quoi faire. Voilà. Donc ça me donne une liste avec 3 objets et qui donne à chaque fois moyenne, minimum, maximum de chaque variable numérique. Ok, mais alors c'est pas super lisible et puis à moi de me souvenir dans quel ordre j'ai mis les jeux de données, bah, j'ai intérêt à me souvenir de qui est quoi. Donc, on va pouvoir commencer à nommer ces objets et du coup, je vais leur donner les noms qui correspondent à leur jeu de données. Donc, on a commencé par Iris, ensuite c'était MTCars et enfin Women. Déjà, c'est un peu plus joli au lieu d'avoir des objets qui sont des sous-data. Et ben, j'ai un objet qui s'appelle Iris, j'ai un objet qui s'appelle MTCars et j'ai un objet qui s'appelle Women. Ok, bien. Mais quand même, c'est pas super pratique parce que lire comme ça, on n'a pas l'habitude. En tant qu'être humain, même si pour l'ordinateur ça peut être mieux, nous on préfère très souvent des tableaux croisés dynamiques comme on voit dans Excel. Et puis c'est très souvent que des personnes qui n'ont pas l'habitude ont besoin de visualiser sous la forme de tableaux croisés dynamiques. Donc pour pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques, et ben en fait on va refaire un map. Et on va mapper en utilisant la fonction pivot longueur que j'ai détaillée. Du coup, ça remonte à longtemps sur un autre live quand j'ai parlé de déplier. Donc, on va utiliser pivot longueur. Pivot longueur, ça veut dire qu'il va passer d'un format large à un format long. Et du coup, l'avantage, c'est que je vais pouvoir lui dire qu'il faut qu'il prenne chaque objet, que les 3 objets que j'ai. De la même manière, les colonnes, eh ben, je vais lui dire qu'il faut qu'il travaille sur tout. Je veux qu'il pivote l'intégralité de mes colonnes.
que pour ne pas avoir besoin de nommer en brut, et ben enfin en dur, pardon, dur, je vais utiliser les arguments names2 et names pattern pour pouvoir aller récupérer dans les noms que j'ai composés tout à l'heure avec le summarize, et ben les bons noms de colonnes. Donc du coup, names2, je vais lui dire que je commence par mesure. Et j'ai point value en dessous. Ensuite, et à la fin, le names pattern est le même que celui que j'ai donné. C'est moi qui l'ai créé, c'est facile de le retrouver. Ça, alors ça veut dire qu'il prend des mots, et je veux qu'il prenne tous les mots, pas un seul. Hop, et c'est séparé par un underscore. Pareil. Voilà. Et là, on se retrouve avec 3 tableaux, 3 idées dynamiques, qui sont la mesure, première colonne, avec les noms des différentes mesures. La moyenne. Ah tiens, mince, j'ai paumé, c'est pas les pétales. Il y a des underscores dedans. Ah, je n'ai pas fait gaffe à ça. La moyenne, minimum et maximum à chaque fois. T'as pris le dernier. Bon, faut que je corrige ça. Et du coup, pareil pour women. Voilà. Donc là, ça commence vraiment à être intéressant. Ça commence vraiment à être intéressant parce que on peut généraliser des actions qu'on a conçues sur un jeu de données à tous les tableaux de données qu'on va pouvoir importer. C'est-à-dire qu'avec Map, on va pouvoir importer tous les jeux de données compris dans un fichier, par exemple, les récupérer dans l'environnement et travailler dessus pour pouvoir tous leur appliquer la même manipulation. Typiquement, quand on a des appareils de mesure qui génèrent des centaines de fichiers avec toujours sous le même format, ça peut être très 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 long de les importer. En fait, avec Map, ça s'importe très rapidement et on peut après les manipuler tous de la même manière très rapidement et très facilement. L'avantage, c'est que s'il y en a un qui plante, que si on fait avec Map, il va faire les vérifications en amont avant de lancer toutes les manipulations. Avec une boucle, en fait, il va faire les itérations au fur et à mesure. Donc, à chaque fois, il refait les vérifications. Donc, ça prend plus de temps. Donc, Map est bien plus rapide que les boucles qu'on a l'habitude d'utiliser for ou if. Et puis, un troisième exemple que je voulais vous montrer. Donc, c'était cette fois-ci pour traiter les colonnes d'un même jeu de données. J'espère que j'aurais fait une visu globale de toutes les données. Donc là, je vais utiliser un jeu de données qui est assez particulier, qui s'appelle Anscombe, que j'aime beaucoup utiliser, qui est un jeu de données avec 8 colonnes. Les variables, en fait, ont les moyennes, les minimums, maximums et les logarithmes, enfin les régressions linéaires entre x1 et y1 par exemple, donnent les mêmes résultats, mais les données sont très très différentes. Et du coup, ça permet de montrer, quand on fait des régressions linéaires, qu'il faut quand même toujours penser à visualiser les données. On va commencer simple, on va commencer par faire une régression linéaire. Donc on va commencer par faire une régression linéaire sur x1 et y1, en lui disant que on va utiliser le jeu de données en second. Puis hop, je vais directement faire le summary derrière. Voilà. Donc on voit qu'il y a une régression linéaire très très forte entre ces deux colonnes et que le coefficient est positif. Ok. Maintenant, je vais vouloir le faire sur l'intégralité des colonnes. Donc pour pouvoir le faire sur l'intégralité des colonnes, je vais utiliser map2 parce que dans map2, je vais pouvoir mettre une colonne qui va être la valeur réponse et une colonne qui va être la valeur explicative. Donc map2, c'est marrant ça, j'ai mis y. Pourquoi j'ai mis non, explique variable réponse,
variable explicative, c'est mieux dans ce sens-là. Donc, map 2. Point X, ça va être les colonnes X1, X2, X20, X2, X3, X4. Le point Y, ça va être les colonnes Y1, Y2, 1, 2, 4, hop. Et donc la fonction, ça va être donc lm. On va utiliser donc point Y, point X, du jeu de données en scom, et je vais suivre ça du summary. Hop. Et ah bah ça plante. Pourquoi ça plante? Parce qu'en fait, quand on met point .y, point .x, ça, c'est une chaîne de caractères, c'est un nom. Ce n'est pas un objet, donc ce n'est pas un nom de colonne. Pour pouvoir le considérer comme nom de colonne, il faut utiliser la fonction get, qui va lui dire attention, certes, c'est une chaîne de caractères, mais en fait, dans la réalité, ce que tu dois vraiment utiliser, c'est la colonne qui porte ce nom-là. Donc là, cette fois-ci, ça marche. On a donc 4 régressions linéaires qui sont les 4 colonnes. Donc elles sont toutes, si vous le refaites sur votre PC, elles sont toutes on trouve toutes les mêmes valeurs. La même chose à chaque fois, là, le même résultat. Ok. C'est bien beau, mais vous l'avez vu, c'est un tout petit peu long quand même de retaper x1, x2, x3, x5. Bref, c'est pas super pratique. Donc ce que je vais utiliser, c'est Glu. Alors, Glu, c'est un package que j'aime beaucoup, qui me permet de coller du texte. Et comment on colle du texte avec Glu? En fait, on met tout dans le texte, on met tout en texte, en format texte, et on va pouvoir lui incorporer des vecteurs, par exemple de ce type-là. Donc là, je vais lui dire que x, il faut qu'il prenne la valeur x1, puis x2, puis x3, puis x4. Et l'avantage, c'est que ça, je peux le rentrer dans Maps sans aucun souci. Donc je reprends les lignes de code ici. Et je vais aller mettre plus dedans. Toc. Hop. Et Y. Donc déjà, c'est un peu plus rapide, un peu plus simple. On va pouvoir lui mettre un nom pour pouvoir se retrouver avec les bons... Enfin, en sachant ce qu'on a fait. Et du coup, ça finissant par... Hop. Et les nombres de 1 à 4. Voilà. Donc là, j'ai colonne finissant par A. Et glu. Hop. U. Voilà. Donc j'ai la colonne finissant par 4, donc c'est x4 en fonction de y4, et colonne finissant par 3, donc x3 en fonction de y3, etc., etc., etc. Ok. Mais quand on fait une régression linéaire, il faut toujours avoir le réflexe de visualiser ces données pour être sûr que notre régression linéaire a du sens. Normalement, d'ailleurs, on fait plutôt l'inverse, on commence par visualiser et après on vérifie avec une régression linéaire. Donc la vérification, hop, on va faire avec ggplot. Donc ggplot, je lui précise que je veux le jeu de données en scomb. Attention, ggplot est une manière de faire des graphiques qui superpose par couche. Donc il faut bien penser que le plus indique qu'on va mettre de plus en plus de couches. Donc je vais commencer par préciser les données à utiliser. Là c'est en X,
je veux x1. En y, je veux donc y1. Je vais faire des points. Point. Hop. Et puis, je vais ajouter une droite qui a comme pente. Slop, je vais y arriver. Donc il nous faut, alors on est à y1 en colonne. Donc on a une pente qui est 0,5001, donc je vais mettre 0,5, ça va suffire. On a un intercept qui est à 3,001, donc pareil, je vais mettre 3. Hop, et puis je vais la mettre en bleu. Allez, va pour bleu. Et je vais faire un thème classique. Donc là, j'ai mon graphique. On voit bien que il y a une régression linéaire intéressante derrière. Les y1 est bien expliqué par x1. Ok. Et ça, je vais le faire pour toutes les colonnes. Donc pour pouvoir le faire sur toutes les colonnes, je vais prendre à nouveau map 2, pardon. Et map, on n'en a pas besoin. Hop. Map 2. Et du coup, sur map 2, je vais lui dire que point x, ça va être du coup u de x1 à 4. Point y, c'est donc y 1 à 4. Et la fonction, c'est le graphique qu'on réalise. Donc ggplot, plot, il prend comme data scom. Ensuite, je vais lui remettre s, même chose que j'ai écrit là. Excepté que là, c'est pas x1, mais bien get.x. Là, get. Y. Tout le reste, c'est pareil. Et ça va me permettre de générer. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? En scombo. Pas de R. Voilà. Donc il me génère 4 graphiques automatiquement. Donc c'est le dernier généré. Donc a priori Y4 et X4. Celui d'avant, Y3 et X3. Lui encore avant. Et le premier, même qu'on avait réalisé juste avant. Ok. Donc clairement, régression linéaire. Ici, il n'y a que la première qui est valable. Bon, bah ouais, mais sauf que c'est pas beau mon get.x et .y. Et du coup, là, je vais utiliser le fait que quand je manipule x et .x et .y, ce sont des chaînes de caractères. Et donc, je vais pouvoir utiliser directement dans labs en disant que la valeur, le nom de la colonne, l'abscisse, en fait, c'est .x. Et le nom de l'ordonnée, c'est .y. Et cette fois-ci, ça me permet de bien être sûr de ce que j'ai qui s'affiche, c'est-à-dire y4, x4, y3, x3, etc. Si j'ai besoin, je peux tout à fait enregistrer automatiquement ces fichiers pour ne pas qu'ils se superposent, qu'ils soient tous enregistrés sous le même nom. Et ben, je vais créer mon nom de la même manière que ce que j'ai fait précédemment.
Donc cette fois-ci, mon point X, c'est les 4 graphiques générés précédemment. Mon point Y, ça va être le nom de mon graphique. Et donc là, je vais utiliser à nouveau Glue. Je vais enregistrer dans un dossier image et puis je vais lui dire bah, c'est X 1 à 4, Y 1 à 4, point PNG. Voilà, et donc la fonction à réaliser, .f, ça va être donc d'utiliser ggSave. Donc le graphique à enregistrer, c'est .x, c'est le graphique qui est généré à la suite. Le nom de mon graphique, ça va être donc être .y. C'est bon, c'est une chaîne de caractères, j'ai rien besoin de lui faire. Et puis je vais pouvoir lui mettre lui imposer une taille pour qu'il reste en format carré. Ça, c'est si on veut générer. Hop. Donc, il me dit qu'il a enregistré 4 images. Et on peut aller voir dans les files, dans mon dossier images. J'ai bien la première, la deuxième, la troisième et la dernière. Et voilà. Donc c'est là que vraiment, moi je trouve que map2, pmap est vraiment hyper top à exploiter et à utiliser. C'est de l'ouverture systématique de fichiers, la manipulation automatique de fichiers en série et la génération d'une sortie. Là, j'ai fait une image, ça aurait très bien pu être un rapport R Markdown, ça aurait pu être une sortie de modèle, ça aurait pu être une sortie de texte, peu importe, une ACP ou des données déjà modélisées, mais du coup, on peut réenregistrer, réaffecter, et puis c'est recommencer, réitérer toutes ces actions. Là, vraiment, Maps est utile. On peut pas utiliser le format vecteur dont je vous parlais au tout début de ce Twitch, parce que du coup, c'est un peu plus compliqué. On a des objets plus complexes. Là, on a vraiment une grande, grande complexité. Alors, pour envoyer, oups, ça passe trop vite. Pas eu le temps de lire. Donc, merci pour ce live. Quelques suggestions qui me passent par la tête. Pas sûr que ce soit pertinent. Pour aider à la lisibilité des sorties map, quand vous commencez à manipuler les listes de data frame, peut-être utiliser table.list pour envoyer la liste à maps, ce qui permet d'avoir directement des noms associés. C'est vrai. Alors, du coup, ouais, j'utilise, c'est totalement vrai. En fait, j'utilise cette map pour une raison qui est différente. C'est que je réaffectais des noms quand j'ai tiré les utilisations que j'ai prises. Je l'ai pris pour un travail qu'on m'avait demandé. Et du coup, je réaffectais des noms qui n'étaient pas les mêmes que d'origine. Donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser cette map, cette name. Et oui, ah ouais? Ça je crois que c'est, vraiment la construction de type verbeuse, moi j'ai plus de mal. Alors ça, je pense que c'est chacun pour soi, mais c'est vrai que je la présente pas. C'est détaillé dans le cheat sheet. Il est totalement possible d'utiliser comme pour la boucle, d'ouvrir des crochets et d'utiliser le map, en format boucle en disant, bah, qu'il va agir sur la suite plutôt que d'utiliser cette même manière de faire avec .f qui est l'argument et le tilde qui nous dit que ça rentre dans cet argument. Merci pour ce retour. Ça change un peu de ce que je fais, donc c'est cool. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, des questions par rapport à ce que j'ai présenté, des améliorations
Ben, de rien, si, c'est avec plaisir. Moi, j'espère que ça sera un petit peu utile et que voilà, ça vous donnera envie de faire du map et pas faire de boucle. Heu, merci. Merci Benoît. Hem, du coup, je vais re-rédiger un script un peu plus clair avec plus de texte et tout. Phrase d'accroche pour convertir des personnes habituées aux boucles à des approches de FP comme map. Ah! En fait, moi ce qui me pose toujours problème avec les boucles, c'est que la vérification, elle se fait à chaque fois, et au moment de faire l'action. Donc ça veut dire que si, l'avant-dernier objet ne peut pas avoir l'action de réaliser, et ben, du coup, ça plante et tout le travail préliminaire, il est pas sauvegardé, enfin, il est pas conservé. Et ça, c'est un vrai souci. Donc, enfin, pour moi, c'est un vrai souci. Je pense que l'avantage de mapper, c'est qu'on a une fois qu'on a réussi à transformer un peu son cerveau pour que ce soit directement compréhensible, euh, une fois qu'on l'a, ben, on le perd plus. Moi, j'arrive plus à utiliser des boucles. Euh, Ouais, la crosse, ah mais la crosse c'est hyper utile. C'est vraiment, enfin ça ressemble beaucoup, mais c'est comme Glue, hein, ça ressemble beaucoup à un mappage. C'est des mappings simples. Et Across c'est vraiment top. Enfin ouais, Across peut nous permettre de complètement enfin pour des cas simples de ne pas utiliser de boucle. Mais du coup tu utilises Across, Antoine? Ouais. Ouais, mais c'est vraiment un super, enfin, c'est une bonne manière de faire. Mais clairement, on peut, enfin, souvent ça marche bien. Euh, du coup, moi, il va falloir. Oh là, il est 15h. Je rédige un truc un peu plus clair. Donc, j'enverrai ça, enfin, j'enverrai ça sur la newsletter de vendredi. Euh, Vendredi, si j'arrive à la rédiger d'ici là. Euh, N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir directement le support. Sinon, il sera disponible sur LinkedIn. Et je crois que Mouna, tu pourras le partager pour les personnes inscrites au Meetup. Je te le transférerai. Et tu pourras le partager sans aucun souci aussi à toutes les personnes inscrites. Et merci de la proposition, Mouna. C'était un vrai plaisir. Ça change un peu. Merci Isabelle. Cool. Tant mieux. Oui, je pense que tu étais vraiment sur le il y a il y a pas de problème, Maps avec un S, c'est rigolo. Non, pour l'instant, il y a juste PMap et Maps. Du coup, oui, tu peux l'utiliser surtout sur le projet sur lequel tu es en ce moment, tu